avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, qui est la diaspora congolaise, droit de vote confisqué, j'aimerais d'abord dire quelque chose que j'ai lu quelque part, puisqu'il y avait évidemment mon nom qui était cité. Il y a quelqu'un qui a dit, semble-t-il, l'heure n'est plus au monologue. Les monologues ne vont plus servir à rien. Il faut aller sur le terrain. Il faut faire quelque chose qui puisse être d'une dimension sismique, etc., etc. Le monologue est quelque chose d'essentiel. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'avoir cette opportunité qui m'a été donnée par un Congolais de pouvoir vous dire combien la beauté du monologue est quelque chose d'exceptionnel. Au commencement était la parole, dit-on, puisque certains pensent que nous sommes dans cette espèce d'évangélisme. Au commencement était la parole, mais au commencement, j'aurais souhaité qu'il y eût le dialogue. Mais dans ce sens, pour qu'il y ait le dialogue, il faut une parole que vous entendez et un répondant. Vous pouvez vous définir comme un opposant. Moi, je me définirais comme un répondant. Parce que la réponse est inscrite non pas dans la dimension de ce qu'on va manger, de ce qu'on va becqueter sur place, mais dans ce que vous allez promettre et ce que vous allez réaliser pour cet avenir, pour ces enfants, pour ces jeunes qui pensent que nous sommes encore leur bouée de sauvetage. Le monologue est quelque chose d'essentiel, de beau. Ça veut dire que vous avez fait une réflexion à l'intérieur de vous-même et que la capacité de cette réflexion intérieure vous a permis de peser les pour et les contre. Cette capacité vous a permis aussi de ne plus agir par impulsion, de ne plus vite courir sur votre clavier pour déverser une haine qui date de 40 ou 42 ans. Le monologue est essentiel parce que c'est le moment où on se retrouve avec soi-même, avec une puissance transcendantale qui vous dit les actes qui sont nécessaires à la société et les actes qui sont égoïstes, puis les actes qui sont pratiquement une non-assistance à personne en danger. À un écrivain, vous n'allez pas demander de prendre des treillis. J'écoutais un débat tout à l'heure, toujours dans cette opposition. Je pense que c'était Jean-Jacques Yombi Opango qui disait que qu'ils en étaient arrivés à l'option B, disait-il. Et Jean-Jacques Yombi disait que l'option A, c'était l'option militaire, qui est idiote à prendre en l'occurrence, puisque vous allez plonger les populations dans un certain désespoir éternel, comme si cette population n'avait pas déjà souffert. Mon cher Congolais, donc, celui qui m'a parlé du monologue, le monologue est beau parce qu'il peut rester dans une certaine mouvance de la postérité dans nos mémoires. Le plus beau monologue, mon cher Congolais, c'est le monologue de Don Diègue dans le Cid de Corneille. Oui. Il y a un monologue là. Vous voulez que je vous rappelle quelques... Mais vous connaissez ce monologue, c'est le plus beau, c'est le plus peut-être captif des monologues qui ont pu apporter à notre théâtre quelque chose d'extravagant, de beau. Ô rage, ô désespoir, n'ai-je donc tant vécu que... Ça, c'est un monologue. Et ce monologue est resté dans la postérité. Alors j'accepterai le rôle d'être celui qui agit par le monologue, parce que le monologue me donne cette force et cette conviction de croire que ce n'est pas à vous, les éternels détracteurs, les éternels peut-être chercheurs de poux dans les tonsures, je ne m'adresse pas à vous, le monologue là est adressé au peuple. Et cela se ressent par rapport aux situations anciennes. Ce peuple a besoin d'une plateforme où s'exprimer sans insulter,
ou dire les mots sans parler de la vie privée de tel homme politique, etc. Cette plateforme est une plateforme qui prépare une génération congolaise consciente, une plateforme qui dit à cette génération congolaise consciente que vous pouvez aussi vous manifester de manière culturelle et politique pour exprimer au monde l'immensité de votre talent. Cette plateforme que vous appelez comment on a dit, cette plateforme, monologue, vous gêne peut-être parce que c'est à l'intérieur de ces monologues que vous commencez à vous rendre compte que nous sommes en train de disséquer avec des microscopes de dernière génération toutes les turpitudes que vous avez voulu cacher, toutes les turpitudes que vous avez peut-être mis dans le grenier du grand-père ou de la grand-mère. Le monologue est en voix, en train de vous dire que ce que je dis ici n'est en réalité parfois que ce qui vient de cette colère que tout le monde a accumulée. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité de faire un monologue qui soit entendu urbi et orbi, repris, recoupé, même par la presse internationale. Ce monologue est essentiel, mon cher ami, parce qu'il y a des gens, des Français, des Mexicains et autres qui m'écrivent, qui ne savaient même pas qu'il y avait un régime qui durait plus de 40 ans. Vous allez me mettre la parenthèse Lissouba, comme d'habitude. Ce monologue est important puisque, en même temps que je suis en train de le dire en français, il y a une traduction qui se fait par le Sissi dans les langues intéressante et profonde à faire connaître qui nous sommes. Depuis que vous avez commencé à vous chamailler, depuis que vous avez commencé à faire des forums, à discuter, rien n'a changé. La beauté du monologue, c'est que vous savez qui a parlé, qui est responsable et qui sera comptable de ses paroles. La beauté du monologue, c'est de refuser que ce que je veux dire soit une version multipliée, découpée, compostée par le mensonge général. J'ai eu des lettres, des textes, des gens qui me disent: mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je vis au Congo, ma vie est très belle, tant mieux. Bref, ceux qui pensent que c'est un monologue concluront. Ceux qui pensent que derrière le monologue, probablement, il y a ce que le Cid de Corneille appelait le monologue de Don Diego. Il y a aussi ce qu'on appelait peut-être la solitude du coureur de fond de piste. Mais il faut continuer à porter la parole. Parce que tout ce que vous avez fait avec les armes, vous n'avez pas rapporté la paix. Et on s'est rendu compte que la paix la plus profonde, c'est celle qui vient de la connaissance. Et on s'est rendu compte que sur le terrain de la connaissance, beaucoup des Congolais intellectuels ont déserté. Et on s'est rendu compte que sur le terrain de la culture, eh bien, on a laissé tout simplement parfois des marionnettes ou tout simplement, j'allais dire, des personnages dans papier s'occuper de la culture. Et donc, monologue, j'en suis très content. Notre sujet est très intéressant aujourd'hui, ne nous en échappons pas. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que je vais expliquer un peu mon point de vue et dire ce que je pense de la question du droit de vote qui a été confisqué, qui est confisqué pour la diaspora, et à l'issue de ça, vous continuez à poser des questions par vos messageries, et à ce moment-là, effectivement, je prendrai vos questions vers la fin. On essaie d'arrondir tout cela en moins d'une heure. Comme ça, on va tous se mettre à réfléchir et composer d'autres monologues. Alors, mes chers amis, la question même de la diaspora est une question très importante.
On a toujours tendance à penser que la diaspora congolaise est une bande de quelques petits voyous qui font du bruit à gauche et à droite et qui demandent qu'on puisse traîner le président de la République à un tribunal quelque part. On a toujours tendance à penser que la diaspora, c'est des gens qui sont en train de souffrir et qui font le ménage ou qui font quelque chose dans ce sens. On n'a jamais imaginé la diaspora qui agit, la diaspora qui économiquement intervient partout dans le monde, que ce soit en Belgique, en France. Les Congolais se lèvent chaque matin. Les Congolais sont dans la dynamique de travailler dur pour survivre à l'étranger, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils soient à Montréal, qu'ils soient à New York. L'exigence du migré et des migrants est toujours la même. Éviter de ne pas peut-être cultiver l'échec et rester dans la dynamique de la réussite. Alors, dans ce sens, ces immigrés, là-bas immigrés, mais qui sont vos nationaux, donc ces Congolais de l'étranger, sont des acteurs économiques. Les gens ne le savent pas. Un batteur de tam-tam dans un orchestre qui va faire un Western Union à sa mère qui est là-bas, même si c'est 50 €, ce batteur de l'orchestre vient de faire un geste économique. Maintenant, imaginez que ce geste soit multiplié par 100, 200, 300, 400, 1 million, et c'est là qu'intervient cette sorte de levier économique, cette sorte de pouvoir que le peuple a sur cette économie. Donc, dans ce sens, ils envoient de l'argent au pays. Ils construisent des maisons. Combien de fois je n'ai pas entendu les gens venir vous dire: toi, tu ne vaux rien, tu n'as pas construit à la maison, tu n'as pas construit au pays, tu n'as pas, etc. Donc, la culture que nous avons reçue est une culture de toujours partir, c'est vrai, mais de songer à construire quelque chose à la maison, même si dans 80% des cas, nous mourrons sans pourtant bénéficier de ce que nous avons construit sur place, parce que ne nous le cachons pas, si l'on construit pour place, ce n'est pas pour nous, ça sera pour les autres. Donc, cette diaspora congolaise, disais-je, a construit. Cette diaspora congolaise envoie de l'argent au pays. Cette diaspora congolaise, en un mot, soutient des familles entières. Mais quand il s'agit, je l'ai dit, de choisir les dirigeants, on n'a pas besoin de leur avis. On leur interdit de voter. La diaspora congolaise est l'une des dernières dans notre continent à ne pas avoir le droit de voter, la diaspora congolaise. Et quand il s'agit de choisir justement les dirigeants du pays, on n'a pas besoin de nous puisque nous sommes justement ceux que les dirigeants du pays viennent souvent draguer à Paris, en Belgique, etc., etc. Quand les dirigeants viennent, toute la diaspora va là-bas. Certains vont recevoir des enveloppes, d'autres ne vont pas recevoir des enveloppes. Ils vont se chamailler à la gare de l'Est, ils vont s'étriper, ils vont faire la guerre et après, à la fin, ils vont comprendre qu'ils ont été roulés dans la farine. Et cela n'a pas réussi. Il y a, c'est vrai, dans cette diaspora, des gens qu'il faut mettre de côté, qu'il faut respecter, parce que ces gens ont travaillé, continuent à travailler et travailleront. Et ces gens donneront à leurs enfants l'esprit de la compétition. Ils refuseront à leurs enfants l'attitude de la capitulation. C'est pas grave, tu sais, mon petit, on est venu dans le pays des Blancs, tu ne pourras pas, avec la peau que tu as, le travail que tu peux faire, c'est seulement ceci, Non. C'est cette culture que la diaspora a compris qu'elle ne pourrait pas transmettre à leur descendance. Mais alors demandez-vous, pourquoi donc, quand il s'agit de voter, on a peur de la diaspora? Avant d'aller plus loin, mes chers amis,
je vous invite quand même, si ce n'est pas encore fait, hein, de vous abonner à cette page. Abonnez-vous, partagez ce live pour que justement ce débat sorte de l'ombre, pour que nous soyons tous avertis. Partagez le live et merci déjà pour celles et ceux que je vois qui soutiennent ce travail par leurs étoiles et par tout ce qu'ils envoient pour soutenir la pensée du monologue indépendant. Le Congolais là, vous venez de me donner un concept intellectuel qui pourrait fonder les pistes de la réflexion vers la destination d'une paix des idées. Voilà. L'esthétique du monologue qui nous entraîne vers cet horizon. Et donc, on pourrait commencer notre discussion, je pourrais parler du premier point, celui-là. Pourquoi le vote de la diaspora est bloqué? Pourquoi il faut le bloquer? Pourquoi le vote de la diaspora est bloqué? Eh bien, officiellement, on va vous dire qu'il y a des problèmes techniques. Officiellement, on va vous dire qu'il y a des coûts, ça coûte cher, très cher. Officiellement, on va vous parler des problèmes d'organisation. Des élections comme ça ne s'organisent pas facilement. Les problèmes de fraude, etc., etc. Mais soyons sérieux un instant. Vous pensez que nous pourrions nous contenter de ces arguments de logistique pour venir légitimer le fait que les Congolais de l'étranger, qui sont les Congolais les plus visibles du monde et de l'univers, n'ont pas le droit de s'exprimer sur l'orientation politique de leur pays? Ben, des pays africains avec moins de moyens que le Congo. Écoutez ça. Des pays africains qui n'ont même pas beaucoup de moyens comme les Congolais ont organisé des élections avec leur diaspora. Ce n'est donc pas un problème technique. On n'est pas quand même 100 millions. Ce n'est pas un problème technique. Il y a quelque chose d'autre. Pourquoi le vote de la diaspora est bloqué? La question est essentielle. Ben, la vraie raison, la vraie raison, elle est politique. La vraie raison, évidemment, elle est politique. Pourquoi se bloquer? Parce que c'est une des stratégies politiques les plus usitées en matière de pouvoir autocratique. Et donc, dans ce sens, la diaspora est considérée comme dangereuse parce que le gouvernement estime que vous autres de la diaspora, peut-être que vous seriez trop informés des enjeux démocratiques de l'autre côté, vous avez goûté à la liberté d'expression à gauche et à droite, donc vous êtes plus aguerris que ceux qui seraient enfermés dans la dictature et à qui on empêchait et on continuait à empêcher d'aller vers la lumière de la connaissance. Donc, dans ce sens, la crainte du gouvernement, la crainte première, c'est que la diaspora est toujours au courant de ces enjeux. Et parfois, la diaspora est informée aussi par la population qui est à l'intérieur. N'oubliez pas que dans la diaspora, tout le monde a maman, papa là-bas. Et que quand on dispute pas seulement de la dernière fois que les criquets sont passés au quartier Mvumvu, ou la dernière fois qu'il y a eu une pluie à Bakongo et un tonnerre du côté de Mvulaléa. Non, non. La raison politique que j'ai avancée, c'est-à-dire le fait que la diaspora est au courant des grands débats politiques qui se passent, est au courant de ce qui se passe dans le monde parce que l'information n'est pas brouillée, parce qu'on ne coupe pas Internet pendant les élections, parce qu'on ne cherche pas évidemment à influencer les gens par le biais de la dictature. Des pays africains, j'ai dit, ont réussi à le faire. Ils savent que la diaspora sait comparer. Et ils voient que la diaspora observe les autres systèmes politiques. Et
Le gouvernement sait que la diaspora ne va pas accepter n'importe quelle sorte de compromission, que la diaspora ne va pas accepter, en tout cas la vraie diaspora. Je ne parle pas de ceux qui sont habitués à la technique de la mangeoire, comme on dit au Congo. La diaspora, normalement, est informée. Elle compare, elle observe, elle n'accepte plus certaines pratiques qu'elle considère comme anormales. Mais quand vous êtes au pays, songez-y, mes amis, imaginez nos frères et sœurs qui sont au pays, quand ils veulent s'exprimer, les pouvoirs disposent des moyens de pression. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc le monologue que je suis en train de faire actuellement est parfois la parole la plus peut-être motivante pour ces gens-là qu'ils auront entendue dans la journée ou dans la soirée. Et donc, au pays, ils ont cette pression. Au pays, on peut bloquer un dossier. Au pays, on peut vous menacer de vous enlever du travail. Au pays, on peut vous intimider, on peut intimider toute la famille. À l'étranger, tout cela ne fonctionne pas. Je suis chez moi, vous n'allez pas arriver brutalement. Eh bien, voilà, on y va. Non, vous devez avoir votre mandat, etc., etc., etc. Exception si j'ai fait quelque chose dans le sens du terrorisme, etc., etc. Voilà. Donc, nous savons que les moyens de pression existent. Alors, puisque ces moyens de pression existent, le vote aussi peut être considéré bloqué pour une autre raison, la raison qui est peut-être le fait que ce vote puisse faire peur. Et il fait peur pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, le pouvoir congolais contrôle l'essentiel du processus électoral, quel que soit ce qu'on va bidouiller, il contrôle l'essentiel du processus électoral. Le gouvernement a les listes électorales. Le gouvernement contrôle l'administration. Le gouvernement contrôlera les bureaux de vote. Le gouvernement centralisera les résultats. Et tout se jouera à l'intérieur du pays, pas à l'extérieur. C'est cette bagarre-là que le gouvernement voulait et aime. Venez à la... C'est comme au pays, à l'époque, vous avez ces chiens qui étaient méchants à l'intérieur de la maison, mais la bagarre dehors, il n'y en avait pas, quoi. Donc, on veut enfermer donc le Congolais de l'intérieur dans la logique de sponsoriser la continuation du pouvoir. Donc, nous autres Congolais, de gré ou de force, nous sommes les sponsors électoraux du pouvoir politique qui est en place. Parce que quand vous allez voir un Chinois et vous dites Congolais, ah, votre président, donc vous êtes censé l'avoir voté. Que vous dites non ou pas, vous ne sauterez pas, vous n'allez pas aller effacer toutes les pages qui sont écrites sur l'histoire. Et au passage, cette histoire politique que j'avais racontée de long en large dans mon livre Les cigognes sont immortelles, tous les coups d'État qui se sont passés, toutes les arrestations. Dans ce livre, Les cigognes sont immortelles, vous retrouvez les Kinganga, vous retrouvez les Kit Kadidi, vous retrouvez toute cette histoire politique dont beaucoup d'hommes sont encore vivants aujourd'hui. Et il y a toujours des Congolais qui pensent que je n'écris pas sur le Congo. Allez-y lire, Les cigognes sont immortelles. Vous allez comprendre comment nous avons vécu dans la culture, justement, de la transmission de la peur. Donc, le vote des Congolais de l'étranger, c'est le seul instrument qui pourrait être entre les mains de la diaspora pour faire changer de peur de camp. Voilà. Ce vote fait peur parce que
autoriser le vote de la diaspora, vous comprenez que c'est multiplier les lieux de vote. Il y aura beaucoup de lieux de vote. Ça va attirer l'attention des médias, ça va attirer tout le monde, les observateurs internationaux, ça va mettre la lumière partout. Certains préfèrent plutôt faire des élections dans l'ombre, derrière le stade Anselmi. Donc la diaspora congolaise en soi représente quand même plus d'1,5 million à 2 millions de personnes, jusqu'à 1 million qui pourraient voter. 1,5 jusqu'à 2 millions de personnes de la diaspora, jusqu'à 1 million de ce compte qui pourraient voter. Et cela veut dire une chose simple quand on fait ce calcul. La diaspora pourrait peser jusqu'à 40% d'un scrutin réel. Si la diaspora était amenée à voter, rien que le poids de ces votes irait jusqu'à 40% du scrutin réel, sans compter l'influence que cette diaspora a déjà sur la population sur place. Et donc, c'est énorme. C'est énorme. On ne va pas en discuter. Les gens n'en discutent pas. Les gens n'en parlent pas. On peut faire discuter sur insulter tel candidat. Non, 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 non. Moi, je suis dans l'esthétique du monologue qui éclaire cette population et qui lui montre ce qu'il pourrait avoir comme élément pour que la peur quitte le côté de la population pour aller du côté du gouvernement. Et la clé de la fin de cette peur est aussi à 40% du côté de la diaspora. Proportionnellement, 40% des Congolais de la diaspora pourraient investir le corps électoral, mais dans l'autre sens aussi, si cette peur change de camp, alors la voie de la démocratie commence à se faire voir. Et donc, le gouvernement ne voudrait pas voir plus d'1 million de personnes voter à l'étranger. Mais si vous ne voulez pas que nous votions à l'étranger, si vous ne voulez pas que les Congolais de l'étranger votent, fermez les ambassades, arrêtez les consulats. Pourquoi vous avez des ambassades? Pourquoi vous achetez des champagnes dans ces ambassades? Il y a tout un budget. Les mêmes Congolais à qui vous refusez le vote, c'est les mêmes à qui vous allez fabriquer les passeports, à qui vous allez remettre des certificats de naissance, etc., etc. Les mêmes. C'est-à-dire, nous sommes dans une période de droits civiques, comme à l'époque des droits civiques aux États-Unis, où il fallait vraiment essayer de séparer les gens. Si ce n'est pas des droits civiques, ça devient presque un apartheid. Je pèse pratiquement les mots. Les Congolais de l'étranger vivent un apartheid des droits civiques. Les Congolais de l'étranger pensent que, excusez-moi, je ne sais pas qui euh, euh, les Congolais de l'étranger pensent qu'ils sont minoritaires, mais en fait, ils détiennent 40% du corps de cette élection. Et on ne veut pas de cela. On ne veut pas de ces 40%. On veut simplement avoir 60% des Congolais et dans lesquels on a presque embrigadé 59% pour une élection qui ne fera pas date, qui sera plutôt une élection de la manifestation du refus du transfert du pouvoir. Et donc, au Congo, les votants réels, si vous êtes au Congo, parlons chiffres. Au Congo, quand on vote, les votants réels, ils dépassent rarement 2 millions. Donc, cela veut dire une chose simple. La diaspora peut peser jusqu'à 40% d'un scrutin réel, puisque c'est énorme et c'est précisément pour cela que cela dérange les autorités en place. Si ce que je vous dis, mes chers amis,
vous semble important. Prenez un instant pour continuer à partager ce live. Plus nous serons nombreux, plus ce débat deviendra impossible à ignorer. Et merci à celles et ceux qui envoient les étoiles pour soutenir cette prise de parole indépendante. Nous pourrons passer peut-être à cette partie qui est explicative aussi, l'hypocrisie qui fait mal. Alors, l'hypocrisie qui fait mal ici, c'est quoi? Eh bien, quand la diaspora envoie de l'argent au pays, elle est applaudie. Quand la diaspora construit au pays, elle est félicitée. Quand la diaspora soutient les familles, elle est célébrée. Et quand la diaspora veut voter, elle est bloquée. Voilà l'équation qui se résume simple, froide, rapide, expéditive. La diaspora, on a besoin de votre argent. Faites de Western Union, envoyez tout, mais vous n'allez pas voter. On ne va pas décider du sort de la rue, de votre grand-mère, etc., etc. C'est cette démarche qui est une démarche qui prouve qu'on accepte la voix, on accepte l'argent de la diaspora, mais on n'accepte pas sa voix. On valorise les dollars, les euros, mais on redoute l'opinion de la diaspora parce qu'elle est nocive d'après le gouvernement. C'est donc une citoyenneté qui m'inquiète. Le Congo a une citoyenneté à deux vitesses. Nous ne sommes plus égaux. Les Congolais de la diaspora, électoralement, sont considérés comme des étrangers. C'est une citoyenneté que vous avez juste pour financer le pays, sans avoir le droit justement de décider du sort de ce pays-là. Et peut-être que si nous continuons à pousser justement ce débat, si nous continuons à discuter, si nous continuons à donner des idées, vous allez voir qu'une génération va s'installer, va pousser. On vous parle à gauche et à droite, on vous donne des directives. Mais jusqu'alors, est-ce que nous avons préparé nos esprits à mériter ce que nous serons si nous sommes ensemble dans l'orientation même de l'avenir de notre pays? Peut-être que avant que je commence à prendre vos questions, je pourrais conclure, hein, on va avoir l'échange, ne vous en faites pas, voilà, je pourrais conclure cette petite prise de parole sur la question du vote des Congolais de l'étranger, qu'il faut que nous soyons lucides, très lucides. Si le vote de la diaspora ne changeait rien, il serait déjà autorisé. Oui. Imaginez que le vote de la voix, ils vont voter, ils sont 500. Bon, c'est bon, qu'ils aillent voter. Donc, si le vote de la diaspora congolaise ne pouvait rien changer, il serait déjà autorisé. Chers compatriotes, si vous avez quelqu'un du gouvernement ou je ne sais pas de quoi qui vienne vous dire le vote de la diaspora ne pèse pas, oui, mais si ça ne pèse pas, pourquoi vous l'interdisez? Voilà, voilà. Vous interdisez ce qui pourrait exprimer quelque chose. C'est une conclusion qui va à point. Le vote de la diaspora ne changerait, semble-t-il, rien, mais quand même, on l'interdit. Et dans la même mouvance, si le vote de la diaspora ne signifiait rien du tout, il serait déjà vite organisé par les autorités de Mpila. Nous aurions déjà voté dans les différentes ambassades dans le monde entier. Puis ça ne signifiait rien, il suffirait qu'on aille pour aller récolter les voix. Si les votes de la diaspora congolaise étaient insignifiants, eh bien, les élections de la diaspora seraient déjà là. La diaspora serait là en train de voter avant même, comme on fait. Vous savez, les Français de l'étranger, parfois, ils votent avant.
Ou bien vous avez aux États-Unis des États qui votent avant. Mais ce n'est pas forcément les États swingers, hein, des États qui vont donner la puissance de renversement même de la chose. Et donc, si on n'organise pas la présence de la diaspora congolaise dans les élections, c'est tout simplement parce que c'est dangereux, parce que ça risque de changer les résultats. Deuxièmement, parce que on risque de préparer la fin de notre propre régime nous-mêmes. Et donc, si ce vote est bloqué, c'est parce qu'il peut tout changer. C'est pour ça que vous avez suivi une vidéo que j'ai faite pour préparer cette petite interview et qui circule là-bas, dans laquelle j'expliquais justement que si la diaspora était autorisée à voter là, dans les élections de 2026, là, on n'aura pas le résultat auquel vous vous attendez. Mais évidemment, on va me dire c'est trop tard. Ouais, ben voilà, ils vont dire c'est dans la loi de 2002. La Constitution, mais ces constitutions ont tellement été bidouillées qu'elles ne veulent plus rien dire. Une Constitution qui est changée selon la météo ou bien peut-être le temps qu'il fait quelque part en Katmandou n'est pas une Constitution. C'est simplement une certaine feuille de route qui permet à un gouvernement ou à un système de pouvoir durer. Et donc, dans la lancée de notre conclusion, je dirais encore que si la diaspora peut nourrir le pays, pourquoi ne pourrait-il pas aussi choisir ses dirigeants? Question simple. Un pouvoir qui a peur de ses dirigeants à l'étranger, j'allais dire, un pouvoir qui a peur des Congolais qui sont loin à l'étranger. Mais pourquoi ces Congolais viendraient-ils, en quelque sorte, troubler cette quiétude? Ce pouvoir-là, qui a peur de ses citoyens à l'étranger, peut-il vraiment, vraiment être sûr qu'il a un soutien massif au pays? Vous pensez que le gouvernement a un soutien massif au pays au point au point qu'il n'y a pas besoin de penser que les Congolais de l'étranger sont des Congolais? J'attends vos commentaires dans bonne confiance. Merci beaucoup de suivre cela. Je vais prendre quelques-unes de vos questions tout en remerciant effectivement tout le monde qui appuie pour partager ce live qui est en train de se faire partager pour que la discussion puisse continuer de bout en bout. Alors, voyons qu'est-ce que vous avez dit de l'autre côté. Voilà. Eman de EP dit que si la diaspora est écartée de vote, tout simplement parce qu'elle voterait pour le changement radical. Mon cher Eman, merci pour la question que vous avez posée. Hein, mais enfin, la remarque que vous avez faite, je pense aussi que si la diaspora est écartée de ce vote, le changement ne pourrait pas l'appeler. Ouais, radical dans le sens que ça serait un changement historique. Ça serait un changement historique et peut-être même que ce changement aurait pu être au crédit de Denis Sassou Nguesso, ça aurait pu être probablement une de ses réalisations, avoir permis enfin de lever ce qui s'est fait durant sa présidence. Ce refus que nous puissions voter depuis l'étranger, parce que imagine, Eman, si nous votons depuis l'étranger, si nous votons massivement depuis l'étranger avec les médias que nous pouvons mobiliser, la nouvelle circule, l'information circule, la campagne électorale est claire parce que les méthodes pour lesquelles nous sommes en train de travailler sont des méthodes pour faire avancer les Congolais. Et donc là, vous avez raison de dire que si la diaspora est écartée de vote, c'est parce que tout simplement, ça ferait un changement radical. C'est à peu près ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure dans mon adresse introductive.
Alors, libre penseur, est-ce un monologue lorsque vous donnez la parole à votre auditoire pour poser des questions? Libre penseur, oui, merci pour cela, parce que, vous savez, dans le jeu de la pensée, il y a toujours une certaine suspicion lorsque quelqu'un se met à parler des choses qui concernent la vie des millions de personnes. Et donc, dans ce sens, ce monsieur qui m'a tagué, hein, j'ai oublié son nom, hein, et s'il retrouve son nom, qui m'a tagué, qui disait, ça sert à rien monologues, vos monologues. Et après, je me suis dit, est-ce qu'il sait que les Nietzsche, pour écrire ainsi parler Zarathustra, aller très loin, aller dans une certaine méditation. Et dans ce sens, ici, il y a une première partie où je vous donne mon opinion et la deuxième partie où les Congolais de tous bords, ils répondent. Je ne bloque pas les gens ici, je ne pousse pas les gens ici. Les gens, en général, quand ils viennent dans cela, ils n'insultent personne. Quand ils insultent, ils ont honte parce que leur insulte va traîner pendant longtemps alors que c'est la seule. Donc, dans ce sens, peut-être que nous avons trouvé le moyen de nous parler. Peut-être que nous avons trouvé que le monologue, l'esthétique du monologue, est le moment où on décide que la question de la pensée n'est plus réservée à ces élites en costume cravate. La question de la pensée n'est plus réservée à ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont tutoyé la dictature, parce qu'ils ont côtoyé les endroits où les fours et les champagnes s'ouvraient ou se bouffaient sur le dos des Congolais, parce que nous avons compris que pour parler de nous, il faut parler directement avec nous. Je n'ai plus le temps de caqueter à gauche et à droite. Lorsque je veux parler, je fais directement allusion à ce peuple qui me ressemble, à ces gens comme ceux qui, à l'époque où je vivais dans le quartier 300 à Pointe-Noire, où nous courions les pieds nus avec des cerceaux, les chemises qui elles-mêmes défiaient le vent dans le sens contraire, même des girouettes. Et on courait à perdre haleine parce qu'il fallait arriver le premier, parce qu'il fallait en même temps aussi faire l'attention quand vous traversiez l'avenue de l'Indépendance et que vous arriviez un peu plus loin là-bas du côté de Rond-Point Mawata, où il était souvent réputé qu'il y avait beaucoup d'accidents parce que le Ouest africain qui avait son magasin en face était toujours en train de vouloir des âmes pour que son commerce pût aller de l'avant. Ça, c'était la culture que nous avions. Ça, c'était la connaissance même de notre pays que nous avions. Petites choses qui cimentaient notre nation au point que nous ignorions quelles étaient les origines des uns et des autres. Vous pensez que je n'ai pas des amis qui ont été avec moi à l'école et avec qui on est bien, mais qui sont au gouvernement? Je ne vais pas les jeter aux orties parce qu'ils sont au gouvernement. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est leur itinéraire. Je ne suis pas de ce camp-là, mais il n'en reste pas moins. C'est un Congolais, c'est un ami. Je lui dois cette courtoisie de la congolité. C'est-à-dire que si j'arrive quelque part et un Congolais il est en train de noyer, je ne vais pas le sauver parce que je vais me dire non, je ne vais pas le sauver, il est du PCT. Non, c'est un Congolais, je le sauve d'abord et après, quand il finit de sauver, je lui donne à manger et puis on va au tribunal. Voilà la culture qu'il faut adopter. Et je pense que, merci beaucoup Libre Penseur. Libre Penseur aussi qui soutient aussi bien dans les Facebook et autres ce canal. Merci pour le soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, Kevin Sous, oui, c'est vrai, prophète écrivain du monde et bonne fête de Saint-Valentin de la part de la Gauloise depuis Brazzaville. Merci, ma sœur Kevin. On va essayer de passer les fêtes comme il se doit. Alors, libre penseur qui revient, ceux qui parlent de monologue se complaisent avec la confiscation du pouvoir. Vous avez tout compris. Vous avez compris parce que il est mieux
que le silence soit gardé que de voir les gens parler. Moi, je parle. Peu importe qu'on me dise que je parle dans le désert, mais il y a des passages que j'ai lus quelque part dans les Écritures, que même lorsque vous parlez dans le désert, ou bien dans le désert, parfois, une sorte de bosquet a apparu en face du Seigneur, de Jésus, ou je ne sais pas. Allez demander au pasteur. Voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. C'est la dynamique de la discussion. Et croyez-moi, vous pouvez me faire confiance, je ne cesserai pas de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Parce que c'est la seule manière que j'ai de pouvoir, dans l'immédiat, vous être utile, non pas en tant que des individus, mais en tant qu'un ensemble de ce peuple congolais dans lequel je suis une particule toute petite qui se promène à gauche et à droite. Alors, on reprend qu'est-ce qu'il y a? Vieux facile, nous le français. Vieux facile, facile, nous le français, si tout fait, nous voulons aussi poser les questions. Ben écoute, tu peux poser des questions, cher doigt de fée. Tu peux poser des questions dans la langue, mais tu sais que c'est aussi une plateforme dans laquelle il y a beaucoup de Béninois, de Sénégalais. Je voudrais un espace panafricain. Il y a beaucoup d'endroits de live où vous aurez la possibilité plutôt d'écouter en lingala, d'écouter du côté des Ziana TV, tout ça là, ils ont des éléments, tout ça là. Mais moi, je suis dans une perspective où même si je parle de la politique congolaise, par voie de conséquence, je vais même du côté de la politique panafricaine. Parce que la question de la diaspora qui touche le Congo n'est pas simplement une question congolaise, c'est une question de liberté individuelle que nous devons peut-être retravailler dans ce sens. Donc, doigt de fait, français, on va essayer de baisser le français. Non, j'espère que tu ris. OK, il n'y a pas de problème. Moi, je prends les questions. Alors, vieux français, Zamakasi, dosez un peu, s'il vous plaît. OK, il n'y a pas de problème, je dose. Euh, Kevin Sous, toi aussi, tu as vu, voilà. Des véritables marionnettes. Kevin Sous est fâché. Voilà, sérieux, mon frère. Alors là, c'est Gerseli Kibamba. La différence entre la diaspora et nous est que nous vivons et qu'elle pense vivre. La base diffère. La diaspora ne nous pousse pas, mais nous sous-estime. Voilà pourquoi leurs droits ne nous influencent pas. Gerseli, oui, je pense que jusqu'à ce que nous discutions, vous étiez en train d'estimer que la diaspora était une ennemie pour vous. Mais on vous a façonné, on vous a pratiquement endoctriné dans la peur de la diaspora. On a commencé à vous présenter les gens de la diaspora comme ces extraterrestres qui viendraient pervertir la quiétude des petits villages congolais. On nous a présenté la diaspora comme étant des gens qui sont les valets européens qui propagent la colonisation à travers le monde. Mais c'est cette technique-là, Gerseli, qui est utilisée par les hommes politiques congolais pour éviter que vous ayez de la concurrence et de la compétition politique. Parce qu'ils savent que les candidats qui viennent de la diaspora, qui viennent de partout, viendront avec des méthodes qui sont nouvelles, qui sont ouvertes à la population, qui sont respectueuses de la population, qui ne nous poussent pas à avoir un pays qui est resté au stade antédiluvien. C'est ça la grande question. La diaspora ne nous pousse pas. La diaspora ne vous sous-estime pas, Gerseli. La diaspora ne vous sous-estime pas. Qui enterre vos morts? Qui paye vos ordonnances? Qui complète l'argent pour le commerce que vous faites? Qui finit les toitures de vos maisons? Qui vous sort en prison? Les exemples sont nombreux.
Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas que nous n'agissons pas dans le silence. J'aime le Congo parce que c'est le pays où est enterré mon nombril. Et j'aime le Congo parce que je sais que de toutes les terres vers lesquelles j'aurais laissé mon empreinte, celle qui n'oubliera pas cette empreinte, c'est le Congo. J'aime le Congo parce que depuis enfant, mes parents me disaient que c'était la plus belle terre du monde. C'est pour cela que nous avions des parcelles à l'époque qui n'avaient pas des barrières. On catisait, comme on dit. On coupait pour aller d'un coin à un autre, mais je suppose que c'est la même chose chez nos amis ivoiriens, etc., etc., chez nos amis sénégalais. Je prends l'Afrique de l'Ouest parce que ce que nous faisons, c'est ce que font les gens en RDC, au Cameroun, au Gabon. Nous avons cette sorte d'identité bantoue des cultures. Donc, il faudrait que vous enleviez dans l'idée que la diaspora vous pousse, vous sous-estime et que la diaspora est inutile pour vous. Il sera difficile pour vous, Gerceli, d'avoir une expression indépendante sans pour autant parler à la diaspora, avoir la bénédiction de la diaspora. Parce que même lorsque vous penseriez vous êtes libéré de quoi que ce soit, la vraie liberté commencera quand vous entamerez la construction délibérée et sans attendre le profit de ce pays. Donc, la diaspora est nécessaire. Dernier peut-être point, Gerceli, pour vous dire combien la diaspora a toujours été importante, même dans les luttes les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Gerceli, vous savez qu'un mouvement comme la négritude. La négritude, c'est ce mouvement qui a été créé dans les années 30, 40 par les Noirs de cette époque-là, qui étaient les grands intellectuels, dont les Africains, les Martiniquais, les Guyanais. Et vous avez les Senghor, qui étaient les Bans, vous avez les Aimé Césaire, vous avez le Léon Gontran Damas. Donc, dans ces années 30, le mouvement de la négritude qui valorisait les civilisations africaines, les civilisations de notre continent noir, ce mouvement-là n'est pas né en Afrique. Il est né à Paris. Et le congrès s'est fait à la Sorbonne. Et le démarrage du mouvement de la négritude s'est fait là-bas. Le panafricanisme aujourd'hui que nous aimons, même si ça parle de l'Afrique, ça magnifie l'Afrique, le courant est venu des États-Unis. Oh, vous avez les Claude Mackay, vous avez beaucoup d'autres. Après, vous avez l'influence du côté en Afrique avec les Jomo Kenyatta, avec les Samora Machel, etc., etc. Tous ceux qui recherchaient l'unité africaine avec plus tard les Patrice Lumumba. Vous voulez encore que je vous donne ce mouvement-là n'est pas né en Afrique, il est né de l'autre côté des États-Unis. La créolité, qui est justement un mouvement dans les Antilles. Vous savez que les Antilles, beaucoup dans les Caraïbes, la Caraïbe, disons plutôt les Caraïbes, dans les Caraïbes, il y a beaucoup qui ont les traces de l'Afrique. Et dans la créolité, il y a la trace africaine. N'oubliez pas qu'Aimé Césaire était créole de l'autre côté. Eh bien, la créolité n'est pas née en Martinique, voilà. Elle est venue naître aussi à Paris quand les Patrick Chamoiseau de la Martinique, Raphaël Confiant aussi de la Martinique, plus un autre intellectuel linguiste, le nom m'échappe, excusez-moi mes chers, de la Guadeloupe, je crois, éloge de la créolité, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, et ceux qui trouvent, vous me mettrez dans le commentaire, hein? Mais je sais que je trouverai d'ici là. Et donc, vous voyez, la diaspora est importante. La diaspora est importante. Voilà. Alors, on avance un peu quand même pour avoir un peu tout le monde. Alors, même s'il vote, rien ne changera
mieux c'est Mboulou qui proclame et décide du vainqueur. Oui, on avait dit un peu cela, on contrôle les élections. Alors, une diaspora agissante et travailleuse. Oui, nous avons besoin de cet élan-là. Un intellectuel qui suit un idiot n'est plus un intellectuel, mais celui, le véritable idiot. En ce que je sache, un honnête homme ne pourra jamais accepter qu'un borgne le dirige. Mon cher, je pense qu'il y a des fois où il faut faire l'économie de l'exposition de l'étendue de ses incapacités intellectuelles. Ouf, c'était long. Mais bon, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser devant une plateforme où il y a des gens sérieux qui pensent au destin du pays. Idiot, je ne sais pas si vous avez le baromètre pour voir qui est un idiot. Intellectuel, je ne sais pas si vous avez le baromètre pour voir qui est intellectuel. Véritable idiot, je ne sais pas, c'est vous qui décidez qui est le véritable idiot. En ce que je sache, un honnête homme ne pourra jamais accepter qu'un bon le dirige. Bon, je ne sais pas à qui est adressé ce message, mais dans la démocratie qui est la mienne, j'ai préféré le mettre. Alors, pourquoi ont-ils peur de nous, de la diaspora? Je pense, libre penseur, je l'ai dit dans le live déjà. Alors, la diaspora, libre penseur, la diaspora, Gaël, la diaspora congolaise agit économiquement. C'est 25 milliards de transferts d'argent l'an dernier et donc elle mérite pleinement ce droit de vote. Ben, je suis d'accord avec toi, Gaël. C'est pour cela que j'ai donné quelques chiffres et je suis content que vous rajoutez à notre débat, à notre échange, des éléments encore qui donnent un crédit dans le sens où vous donnez, vous chiffrez les transferts d'argent qui se font, hein, sans compter les transferts qui se font en cachette, hein, parce que là, c'est les transferts officiels, parce que quand les gens traversent avec des mallettes pour amener au pays, ça existe aussi. Voilà. Alors, donc, nous étions à une question du côté de YouTube. De YouTube, je pense que, et merci hein, du côté de YouTube, et merci pour votre abonnement là-bas. Je pense que si cette diaspora ne soutenait pas les familles au Congo, ce pouvoir allait fuir. Je pense que si cette diaspora ne soutenait pas les familles au Congo, ce pouvoir allait fuir. Mais mon cher, vous n'avez pas de nom. On ne peut pas dire à la diaspora de ne pas soutenir les familles. C'est leur famille, c'est leurs parents. Ils ont leurs problèmes. Donc, je ne pense pas que le problème soit le fait que la diaspora soutienne les familles, hein. Ah oui, je vois dans quel sens vous voulez vous exprimer. Vous voulez dire, donc là, c'est moi qui ai mal lu la pensée. En fait, vous dites que si la diaspora ne soutenait pas les familles aujourd'hui, eh ben, le pouvoir allait fuir parce que les gens allaient. Oui, dans une certaine mesure, on peut voir ça aussi dans ce sens. Ouais, on peut voir ça dans ce sens. C'est-à-dire que, selon vous, la diaspora permet aussi aux familles de pouvoir endurer et de ne pas pouvoir péter le plomb, comme on dit dans l'expression. Voilà. Alors, qu'est-ce que la suite? Achille Mankou, le transfert d'argent de la diaspora marocaine vers le Maroc est l'une des plus importantes sources de rentrée d'argent. Achille, merci d'apporter de l'eau au moulin, c'est vrai. Alors, là, c'est Giscard. Diaspora congolaise, c'est compliqué. Ah, Giscard vous le dit, il sait de quoi il parle. Alors, Archange Kifoulou. Monsieur Mabankou, je ne cache pas mon admiration pour votre intellect et vos interventions souvent pertinentes. La diaspora congolaise a toute son importance, certes, mais pensez-vous aujourd'hui que les conditions électorales garantissent un fichier électoral réel et effectif, susceptible de protéger le vote de la diaspora congolaise? Vous y répondrez peut-être avant, mais je laisse ma question au cas où, respectueusement. Merci beaucoup, mon cher Conge, quand vous posez cette belle question. Voilà, et qui, la diaspora congolaise a toute son importance, mais pensez-vous aujourd'hui que les conditions électorales garantissent un fichier? Oui, c'est-à-dire Archange, euh, avant de faire cette
intervention en live, effectivement, j'avais un peu regardé à gauche et à droite la question, relu, interrogé un peu certains de mes amis et frères qu'on discute un peu de politique, dont Guy Mafimba, par exemple, qui est un frère, et on en a discuté dans ce sens. La question même, Jean-Noël Mabiala, la question même de, de, de dire si le vote serait, le fichier serait garanti est une question presque surréaliste puisque la diaspora n'est pas dans le fichier. La diaspora est pratiquement légalement, dans le sens de la loi qui est la leur, ne peut pas voter et on n'a jamais donné des raisons, sinon les raisons pour lesquelles, au départ, je vous avais dit que, bon, on va dire c'est difficile à faire, c'est difficile à manier, etc. C'est difficile à mettre en place, donc on ne va pas faire. Voilà, 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 voilà. Ok, donc là, c'était. Qu'est-ce que. euh, Boris Sita. Merci Boris Sita. Les Congolais les plus visibles du monde et de l'univers. Oula, penseur. Hein? Question du côté de YouTube. Le vote de la diaspora où les Congolais de l'étranger ne votent pas, c'est simplement considéré comme des contre-révolutionnaires, c'est tout. Le vote de la diaspora où les Congolais d'étrangers ne votent pas, c'est simplement considéré comme des contre-révolutionnaires. Oui, oui, je pense que l'image que souvent on se fait de la diaspora, on pense que la diaspora est forcément une diaspora discourtoise et à 100% opposante. La majorité ou le gouvernement en place a le droit d'avoir aussi sa diaspora, et d'ailleurs, elle est là. Hein. Sauf que cette diaspora disparaît. Si on amène des billets, vous le voyez souvent en train de se battre devant les entrées de métro. Alors, Joël Mvumbi, d'accord. Merci du côté de YouTube, de Facebook. Matt Motano, Monsieur Alain Mabankou, quel est le point de vue de la diaspora suite à la manipulation des candidats par le pouvoir en place et beaucoup plus la politique du pasteur Ntoumi? Je veux dire, en bref, la diaspora soutient également la politique de Ntoumi. Elle pense qu'il s'agit tout simplement d'une mise en scène du pouvoir en place. Moi, j'ai l'impression effectivement qu'il y a beaucoup plus d'agitation sur le sujet Ntoumi dès qu'il y a une élection. Et j'ai plus le sentiment que parfois ça bénéficie le pouvoir en place d'avoir à discuter du sexe des anges au lieu de passer juste vif du sujet. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce n'est pas mon problème de pouvoir désormais discuter des noms pour lesquels je pense qu'ils sont désormais entachés dans une certaine solidarité historique de l'histoire du Congo. Je ne voudrais pas, si un jour je vais dire quelque chose, de faire quelque chose avec les gens qui ont mangé ou qui continuent à manger, ou alors qui n'étaient pas des gens qui étaient en position d'avoir des convictions carrées. Moi, je ne vous cache pas ce qui se passe. Et je pense que je le ferai dans un autre live. Dans un autre live, j'expliquerai lorsque, à cette époque, la femme une des femmes du général Mokoko était venue me voir et c'est qu'on s'était dit. Et je vais le garder pour un live à venir. Comment cela s'était fait, puisque beaucoup se demandaient souvent pourquoi je faisais ces entrejambes du côté de l'Élysée pour que nos prisonniers puissent avoir des moyens peut-être de captivité qui respectent le genre humain. Donc ici, euh, vous dites que la diaspora soutient également la politique de Ntoumi. J'ai l'impression que la diaspora n'a d'informations que celles que lui transmet le pouvoir en place,
ou bien celles que les réseaux sociaux parfois dénaturent au point que nous ne savons pas où est la réalité et où n'est pas la réalité. Et dans une certaine mesure, quand vous avez un peuple qui est fatigué, le peuple s'en fout de qui va l'aider à ne plus voter une personne qu'elle ne voudrait plus voter, mais qu'elle est obligée de voter parce que si elle ne vote pas, il y a forcément des mesures de répression qui sont indirectement assujetties. Ah ben, ce peuple, il sera toujours du côté de celui qui dit non. Et donc, moi, je comprends la diaspora, mais en même temps aussi, vous ne pouvez pas caractériser la diaspora. Vous avez une question de une définition de la diaspora qui n'est pas peut-être la mienne. Et ici, vous avez une définition de la diaspora qui n'affiche que ceux qui vont, voilà, ceux qui font des actions politiques contre Sassou, des trucs. La diaspora, ce n'est pas seulement cela. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une situation où, effectivement, vous voulez engager votre pays dans une dimension de reconstruction, vous allez vous appuyer sur une diaspora qui a su utiliser les éléments les plus efficaces pour réfléchir à l'avancement de votre économie. En un mot, la diaspora doit être perçue comme une sorte de classe pratique à laquelle on demanderait de venir répliquer les méthodes qui ont marché ailleurs en mettant la spécificité congolaise à l'intérieur. Et donc, la diaspora, la définition de la diaspora que vous avez est une diaspora militante seulement. Ma définition de la diaspora est une diaspora à la fois militante, c'est aussi une diaspora à la fois civile sociale, c'est aussi une diaspora à la fois acteur et actrice économique, c'est aussi une diaspora aussi de penseurs, d'artistes et autres. C'est une diaspora de construction. Ce n'est pas une diaspora pour aller là-bas se chamailler du matin au soir devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une diaspora dans laquelle on va passer le temps à dire qui sera ministre, qui sera Premier ministre, qui sera président. C'est pour cela que chaque fois que je me retrouve avec des Congolais qui sont en train de parler de postes, de projets, je me méfie. Parce que j'ai comme les sentiments que les mêmes méthodes reviennent toujours avec des gens qui ont changé de costume. Et quand je rapproche mon nez pour sentir le parfum de la naphtaline qui est saupoudré sur ce costume, je me suis dit, ce type, il est jeune, mais il a été nourri de méthodes vétustes de l'époque du goulag, de l'époque de l'Union soviétique aussi. Eh bien, il est en train d'appliquer des méthodes obsolètes dans un monde moderne. La diaspora sera celle qui va aider qu'on puisse ouvrir le côté peut-être technologique, le côté de la connaissance, de l'intelligence artificielle, de tout cela où nous sommes passés à côté. Nous avons vu le développement de l'Internet partout, nous avons vu les réseaux, etc., etc., mais nous en sommes toujours à ce que quelqu'un vous appelle du Congo pour lui acheter une carte pour téléphoner. Voilà. En fait, achetez-moi une carte pour que je vous téléphone et que vous m'envoyez de l'argent. Voilà où on est l'équation la plus simple dans ce sens. Alors, là, c'est... Voilà, on a déjà vu. Je vais aller un peu plus bas. Voilà, monsieur le professeur. Voilà, là. Ça, c'est en YouTube. Monsieur le professeur, acceptez-vous d'être le premier ministre du gouvernement Brazzaville s'il y a transition politique au lieu d'une élection présidentielle? Mon cher le Griffon lègue, monsieur le professeur, je pense que tu ne devrais pas être le seul à te poser cette question. Et comme je ne fais pas de la politique, je n'ai jamais fonctionné par l'impulsion, j'ai toujours fonctionné dans une perspective où je dois me poser la question.
Est-ce que c'est pour mon intérêt ou bien pour l'intérêt du peuple afin qu'il sache enfin pédaler? Si c'est pour mon intérêt personnel, non. Si c'est pour que le peuple puisse enfin avoir un vélo neuf pour pédaler, là, on peut commencer à discuter et à créer une feuille de route. Voilà ce que je pourrais répondre et je sais que vous allez découper tout cela en tout petit. Vous allez le grossir, vous allez changer les feuilles, vous allez dire Alain Mabankou veut devenir le premier ministre du Congo. C'est pour cela qu'il a commencé des séries. Ça ne passera pas comme ça. Ce dialogue était inévitable entre le pays et ce qu'il m'a donné. Continuer à rester dans ma grotte alors que les Congolais sont là, c'est dire aux gens. Les Congolais veulent discuter. Les Congolais veulent écouter leurs grands frères, leurs petits frères, leurs grandes sœurs. Ils n'ont jamais eu cette possibilité où ils peuvent intervenir, poser des questions, écouter et puis se dire choisissons. Le verbe choisir est le verbe le plus rare dans la politique congolaise parce que nous a jamais appris à conjuguer ce verbe. Ce qui fait que lorsque nous sommes dans une phrase de la vie dans laquelle le mot choisir est à l'intérieur, nous perdons notre âme. Nous devenons des citoyens sans territoire fixe. Eh bien, il faut que les Congolais sachent que choisir n'est pas un verbe réservé à certaines nations. Le mot existe, kopona, choisir en lingala. Et quand nous arriverons à cette période où on pourra choisir, où l'opposant pourra saluer le gars de la majorité, où on pourrait avoir des dissensions sans pour autant avoir des disputes, où on pourra vivre dans un même pays mais avoir des idées différentes, où on pourra euh, commencer à être un homme en déposant quelque part l'état de sa richesse. C'est ça, effectivement, la question, le Griffon. Imaginez, vous me posez, monsieur le professeur, accepterez-vous d'être le Premier ministre du Congo s'il y a transition politique? Imaginez qu'on installe, parce que ça existe, mais ils ne le font pas désormais, avant que vous ne preniez n'importe quelle fonction publique, on doit faire l'état de vos biens. Qu'est-ce que vous avez? Quelle est votre fortune? Comment vous avez eu ça? Et on le scelle. Le jour où vous n'êtes pas ministre, où vous n'êtes plus président, on va regarder ce que vous aviez et ce que vous avez maintenant. La différence appartient au peuple si vous l'avez acquis de manière frauduleuse. Et dès qu'il y a ce respect de la qualité de la gestion de la chose publique, quand les Congolais sauront que normalement un ministre ne gagne pas beaucoup d'argent, normalement un ministre c'est la galère, normalement un ministre c'est du travail 24 heures sur 24, normalement c'est la fête toujours au ministre, quand les Congolais sauront que c'est difficile d'être ministre ou président, alors nous serons dans la voie directe de la liberté politique. Parce que si vous pensez que c'est tout simple de courir aux élections, de porter une cravate, de devenir président de la République et le lendemain, paf, de construire une tour Eiffel à la place de la tour Nambemba, vous êtes en train de vous tromper. Il y a plus d'angoisse à gouverner un pays qu'à le quitter. Mais ça, les hommes politiques du Congo l'ont oublié. Il y a plus d'angoisse lorsque vous devenez président que lorsque vous allez quitter. Il y a beaucoup, ils sont contents de ne plus être président. Chez nous, ça doit se finir autrement. Donc, résultat, mon cher ami, je pense que la réponse était claire. Ça dépendra pour l'intérêt de qui.
Et en plus, il faudra discuter avec le peuple congolais droit dans les yeux, droit dans les yeux, écrire une feuille de route. Voilà ce que je ferai. Si au bout de 2 ans, 3 ans, je ne l'ai pas fait, mettez-moi à la porte. Un exemple, un exemple. Je n'ai pas pour envie de m'enrichir. Ce que j'ai me suffit largement et ça suffira largement à ma descendance. Donc, je ne vais pas quelque part pour vouloir m'enrichir. Je peux m'enrichir autrement. C'est ça aussi. Comment trouver des gens qui n'ont pas faim, mais qui ont la passion de la congolaise? Vous allez trouver des gens, ils n'ont pas la passion du Congo, ils ont faim. Ils font semblant. Ils pensent que le peuple ne voit pas. Ils rentrent tout jeunes et au bout de 5 ans, 6 ans, les cheveux sont devenus blancs. Ils sont devenus la relève de cette dictature. Voilà, mes chers amis, je pense que c'était ce que je pouvais répondre là. Voilà. Audit en amont et édite en aval. Voilà, Giscard a tout compris. C'était le problème du Congo n'a jamais été le vivre ensemble. Nous vivons ensemble, citoyens comme dirigeants, depuis la nuit des temps. C'est le manger ensemble qui pose problème. Vous avez totalement raison. Voilà. Vous avez totalement que je regarde tout le monde, hein, parce que je regarde aussi en haut. Le français, on avait vu, ça c'est voilà, on avait oh ouais, ça on avait vu sur l'idiot, ça on avait vu, voilà, livre penseur, ça c'est nos postes, voilà, on avait vu, j'espère ne pas avoir. Écoutez, j'espère n'avoir pas oublié quelqu'un ou quelque chose. Je vais juste faire la conclusion que aujourd'hui, nous étions en train de parler de quelque chose de fondamental. Nous étions en train de nous demander au sujet de la diaspora congolaise si les droits de vote étaient confisqués. On a vu que ces droits de vote étaient confisqués. On a rappelé comment dans le monde, des Congolais se levaient, des Congolais allaient travailler, et que ce soit dans les grandes capitales européennes, dans les grandes capitales africaines, les Congolais envoient de l'argent au pays, font des maisons, et ils envoient beaucoup de choses dans leur pays d'origine. On a expliqué aussi comment il s'agissait vraiment pour ces Congolais d'être reconnus comme des Congolais à part entière et non des Congolais entièrement à part. Parce que aujourd'hui, la diaspora congolaise est considérée comme des Congolais entièrement à part. Donc nous n'avons pas le même droit que les autres. On a vu aussi dans le même temps, la première partie, on s'est posé la question de savoir pourquoi le vote de la diaspora est bloqué. Alors, une question qui était fondamentale parce que là, on a expliqué que souvent le gouvernement, le pouvoir en place va vous dire qu'il a eu des problèmes, qu'il y a eu des coûts, que c'est difficile de faire l'organisation, hein, qu'il faut essayer de ne voter que lorsque vous êtes au Congo-Brazzaville, au Congo, vous ne voulez pas que je dise Congo-Brazzaville comme d'habitude, voilà, vous ne voulez pas vote fasse voter les Congolais de l'étranger, etc., etc. On avait dit faites attention. Il y a des pays africains plus pauvres. Le Congo n'est pas un pays africain pauvre. Je dirais il y a des pays africains qui ont beaucoup plus, qui ont beaucoup moins de moyens que le Congo, et ces pays ont organisé des élections. Et ces pays ont accepté que c'est leur diaspora puisse participer à l'élection. Puis on a dit aussi que la diaspora faisait peur
pourquoi le vote de la diaspora faisait peur? Eh bien, l'idée principale de la diaspora qui fait peur, c'est surtout le fait que le gouvernement pense que la diaspora est beaucoup informée, que la diaspora va comparer les programmes, que la diaspora va se renseigner, que la diaspora aura des éléments pour mettre en difficulté ce gouvernement. Et puis le gouvernement pense aussi que la diaspora observe tout, va demander, et poser des questions. Et puis, la diaspora ne va pas accepter n'importe quoi qu'on va lui servir. Dans notre début de live, qu'au pays, le pouvoir est très serré. Le pouvoir dispose des moyens de pression. Le pouvoir peut bloquer votre dossier. Le pouvoir peut menacer votre emploi. Le pouvoir peut intimider votre famille. Alors qu'à l'étranger, le Congolais qui vit là-bas, il n'a pas ce levier. Ces leviers ne fonctionnent pas. Sa pensée est libre. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. On a dit ici qu'un électeur qui est libre est toujours dangereux pour un pouvoir qui s'est installé comme le pouvoir de Sassou Nguesso. Et puis, là, on avait essayé de voir aussi pourquoi ce vote des Congolais de l'étranger faisait tant peur au gouvernement. Eh bien, on avait dit aussi que c'est parce que c'est le en place qui est le maître des listes électorales. On avait dit aussi que c'est le pouvoir en place qui maîtrise l'administration, qui bidouille les bureaux de poste, les résultats aussi seront donnés par le pouvoir en place. Eh bien, tout se joue à l'intérieur du pays. Et la diaspora est à des milliers et des milliers de kilomètres. Alors, le gouvernement s'est dit, si on autorise le vote de la diaspora, ben, il faut que nous multiplions les lieux de vote parce qu'ils vont arriver là, voilà, ils vont partout dans le monde où il y a des Congolais, il faudra qu'ils votent. Et le gouvernement dit, ah non, si on autorise la diaspora à voter, c'est grave parce qu'il y aura l'attention des médiateurs internationaux. Il faut risquer de faire venir des observateurs. Le monde va parler. Il y aura des lives, il y aura des gens qui feront des grands monologues. Le pouvoir sera ridiculisé dans ce sens. On a dit aussi pourquoi ça faisait peur. C'est pour ça que j'ai voulu refaire ce résumé. C'est très important parce qu'il y avait le côté des chiffres qu'on a eu dans les commentaires, qu'on a eu également dans les interventions ou dans ce que j'avais dit. On disait que la peur du gouvernement congolais de diaspora, c'est que la diaspora congolaise représente plus de 1,5 million à 2 millions de personnes. Et donc, dans les 1,5 million à 2 millions, 1 million de personnes vont voter. Et vu l'ampleur, l'enthousiasme qui est là, ils iront voter. Et dans ce sens, puisqu'on sait que la diaspora congolaise représente entre 1,5 et 2 millions de personnes et que jusqu'à 1 million, les gens pourraient aller voter, ça veut dire qu'au Congo, ceux qui votent, les votants réels, dépassent rarement. Lorsque vous allez faire les élections en mars, on ne va pas dépasser 2 millions de personnes. Et c'est là qu'on avait conclu aussi en disant, cela veut dire une simple, la diaspora pèse jusqu'à 40% d'un scrutin réel. Si vous dites aujourd'hui à la diaspora congolaise de voter, Monsieur le Président, vous prenez le risque de voir 40% de la diaspora choisir le changement radical, comme on dit, choisir l'alternance. Et c'est pour cela que vous ne souhaitez jamais que cette diaspora puisse voter. La diaspora pourrait peser jusqu'à 40%. Et pour vous, c'est énorme. Et c'est pour cela que ce vote dérange. Bref, je terminerai ainsi pour vous dire que si ce que je vous dis, évidemment, vous semble important, prenez un instant pour partager cela. Plus nous sommes nombreux, eh bien, plus ce débat deviendra impossible à ignorer. Ce débat sera public.
Et plus les débats sur la politique congolaise sont publics, plus la population congolaise est informée comme si elle était ailleurs dans le monde entier. Partagez pour eux, partagez pour la circulation de ces idées et merci à celles et ceux qui envoient des étoiles pour soutenir cette prise de parole. Tata et bonne soirée.